Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Dans l'affaire Al-Khabar, une question se pose désormais. Les partis opposés, Saïd Bouteflika et Saïd Rabrab, savaient-ils qu'elle allait dégénérer à ce point? Et savent-ils déjà qu'elle risque de déboucher sur une crise dont personne n'imagine seulement les développements éventuels? Ce qui ne fait aucun doute pour ce qui est du régime, et qu'il était à 1000 lieues de s'en douter. Sinon, il aurait empêché la transaction avant qu'elle ne se finalise. C'est largement dans ses moyens, et les solutions qui auraient pu s'offrir à lui étaient variées. Rappelons d'abord, contrairement à ce qu'affirme Hamid Green, le ministre de la Publicité, comme le surnomment désormais les journalistes, que les difficultés d'Al-Khabar ne sont pas dues à l'incompétence de ses gestionnaires, comme il a dit lui, mais à l'asphyxie financière, à l'assèchement de la manne publicitaire par le propre département de ce même ministre et de l'ANEP qui lui est inféodé, qui a tout fait pour priver Al-Khabar de ses ressources, des ressources, nous ne le dirons jamais assez, qui sont totalement sous le contrôle du régime, y compris la publicité de la plupart des entreprises privées sur lesquelles il exerce des pressions intolérables pour les dissuader de recourir au titre qu'il veut mettre en difficulté. Comme ce fut le cas d'Al-Khabar, l'un des fleurons de la presse arabophone que le régime a délibérément, laborieusement et inexorablement asphyxié. Il l'a quasiment mise en situation de cessation de paiement. Pourquoi, me direz-vous? Pour pouvoir le faire racheter par sa clientèle. Le régime, qui est sur le point d'accoucher d'un nouveau semblant de chef d'État, ne peut pas se permettre de laisser un tel groupe être en électron libre, tomber entre les mains de forces qui n'ont pas fait acte d'allégeance au régime ou qui ont réussi à s'en libérer, comme c'est le cas de Rabrab, l'homme d'affaires le plus riche du pays, qui a fait sa fortune à l'ombre du régime, et grâce à l'appui de puissants barons du même régime, mais qui est devenu tellement riche qu'il dispose de tant de relais financiers, sociétaux, médiatiques, claniques, voire même de la sympathie très engagée de toute une région, la Kabylie. Or, même si Rabrab est né dans les plis du régime, ce que personne ne peut contester ni nier, à la faveur de privilèges qui lui ont été très généreusement accordés, ce que personne ne peut nier. Il se trouve qu'il est parvenu à un niveau de puissance tel qu'il a pu se permettre de briser l'acte d'allégeance qu'il avait prêté au régime. D'abord, parce que les forces dont il était le client et à l'endroit desquelles il avait des obligations morales ont été balayées par les nouveaux maîtres du jeu, et ensuite parce qu'il a compris qu'il disposait désormais des moyens qui lui permettraient de s'imposer au moins en tant que partenaire à part entière, de faire partie au moins du cercle des décideurs, au moins d'être partie prenante dans la consultation politique pour toute prise de décision sur le sujet de la succession qui se profile à l'horizon. Au moins. Rappelons qu'en 1999, il avait pris ouvertement le parti de Ali Benflis contre Aziz Bouteflika. Il avait mis son journal Liberté à la totale disposition de la campagne électorale de l'adversaire de Bouteflika, en l'occurrence de M. Benflis. Lorsque Bouteflika emporta la présidence, il exigea, à titre de représailles, entre autres clauses du contrat qu'il venait de conclure avec les généraux, et particulièrement avec le DRS, que les journaux Le Matin de Mohamed Benchikou et Liberté de Saïd Rabrab soient fermés. Les généraux s'exécutèrent pour Le Matin, le fermèrent et firent mettre Benchikou en prison. Mais pour Liberté, ils refusèrent, même si le directeur de Liberté, Farid Dalilet, dut quitter précipitamment le pays pour ne pas subir le même sort que Benchikou. Il joua le rôle de fusible. Rabrab mit beaucoup d'eau dans son vin. Il fit profil bas, mais continua de s'enrichir. Il devint, sans faire de fumée, le magnat que nous connaissons aujourd'hui, celui
qui investit jusque dans des pays européens, voire même jusqu'au Brésil. Pour le régime, il devenait franchement gênant, à plus forte, voire menaçant, à plus forte raison qu'il restait la face visible d'un large pan de l'ancien régime qui avait été démantelé. Les récentes attaques de Bouchouerbe contre lui sont symptomatiques de la peur qu'il inspire aux principaux tenants du pouvoir. Mais personne, désormais, ne peut faire une bouchée de Rabrab. Personne. Pour des raisons et d'autres. Et nous reviendrons sur l'une d'elles, plus particulièrement celle que Rabrab vient d'évoquer en termes clairs, le soutien de sa région d'origine. Donc, lorsqu'il résolut de racheter le groupe Al-Khabar, Rabrab savait parfaitement que cela allait être perçu comme un acte d'hostilité par le régime. Rabrab est trop intelligent pour ne pas avoir évalué la réaction du très ombrageux Saïd Bouteflika. Celui-ci ne pouvait pas le laisser étoffer sa machine de guerre, une véritable machine de guerre, sans réagir, à moins d'être totalement suicidaire. Et donc, il ne fait pas de doute que Rabrab est allé au charbon en connaissance de cause. Il savait à quoi il s'exposait, mais il savait aussi qu'il n'était plus ce qu'il était après le premier mandat de Bouteflika, qu'il avait su ménager, et voire même, selon certains, pour lequel il avait même roulé, quand il n'avait pas le choix. Là, les forces en présence ont changé. Rabrab a donc choisi le champ de bataille et le moment de la bataille. Il sait ce qu'il peut perdre, mais il sait aussi ce qu'il veut. Sans nul doute. Maintenant, posons-nous la question pour ce qui est du régime. D'abord, comment, malgré tous ces services, ces renseignements généraux, ces indicateurs, une telle transaction a-t-elle pu se conclure sans qu'ils ne s'en rendent compte, sans que l'alarme ne retentisse? Et si il en avait été informé, comment se fait-il, avec les moyens de nuisance qu'on lui sait et les méthodes ô combien éprouvées, qui sont les siennes, ne l'a-t-il pas empêché? A fortiori, qu'il a mis Al-Khabar sur la paille pour pouvoir la faire racheter justement par ses sbires. Ensuite, sachant ce que sont devenus les moyens de Rabrab, sachant que d'une façon objective, il a le droit de son côté, si tant est que cet argument puisse peser de la moindre façon. Sachant que d'une manière générale, il a l'opinion publique de son côté, si tant est que celle-ci puisse signifier encore quelque chose. Pourquoi a-t-il opté pour une telle attaque menée aussi maladroitement et confiée à un ministre considéré comme parmi les plus impopulaires qui soient? Oui, la réaction tardive et inappropriée du régime était prévisible. Sinon, ce régime aurait donné lui-même le signal à tous ceux qui attendaient d'en découdre avec lui de monter au créneau. Mais n'est-ce pas encore plus suicidaire de la mener d'une telle façon? À plus forte raison qu'au même moment se déploie la farce zaouiatique de Cheikh Ibrahim. En tous les cas, il y a fort à parier que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas une petite escarmouche, loin s'en faut. La guerre de tranchées a vite dégénéré en guerre de position. Et tout indique que tout cela finira en guerre de clans ouverte, dans une perspective de reconfiguration en profondeur. Le fait que Rabrab, dont personne ne peut nier son attachement à l'Algérie, on arrive à déclarer que ce régime ne peut pas laisser un Kabyle émerger. C'est ce qu'il a dit, vous allez l'entendre. Évoque des choses et d'autres. Quand on sait que les principaux généraux, les principaux ministres, l'ex-patron du DRS, étant de principaux barons du régime et tous ces milliers de très hauts cadres de la nation sont kabyles, c'est qu'il parle peut-être du seul poste dans ce régime, de la seule charge qui n'a pas encore été occupée par un kabyle, celui de chef de l'État. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en invoquant sa kabilité, mais dans un enjeu algérien et non pas séparatiste, il a fait en sorte de rallier autour de lui autant les Kabyles que le reste des Algériens. Et là, il chasse autant dans les brisées du régime que dans celles du MAC, du Barouf en perspective. Aujourd'hui. Jeune Afrique. Chérif Resqi
Le pouvoir algérien veut museler le journal El Khabar et nuire à Issed Rebrab par Nedia Lemlili. El Watan. Il fait pression sur les annonceurs et menace les journaux. Green en guerre contre la presse par Hassan Ouali. Liberté. Alors que Cevital est invité et sponsor majeur de l'événement, Forum algéro-britannique sur l'investissement, Bouchouareb exige l'exclusion d'Issed Rebrab par SAI. Avant de recevoir nos invités, nous allons regarder quelques extraits de l'entrevue d'Issed Rebrab par Kamal Farouih de Berber TV. S'ils ne vont pas bafouer la justice, on est serein, on n'a absolument aucun problème. Mais maintenant, si c'est le fait du prince, on verra, on va se battre. Comment expliquez-vous justement l'acharnement de pouvoir contre vos projets? Mais Tchalmi de Segui, il n'y a pas, c'est pas simplement, je suis au jour d'aujourd'hui très habitué à leurs embûches, à leur acharnement, et nous allons continuer à nous battre. Non seulement ils nous ont essayé de nous bloquer plusieurs projets industriels qui auraient pu participer à la création d'emplois, à la création de richesses en Algérie. On aurait pu, par exemple, dans le cadre du projet de Cap-Ginet, faire passer notre pays du stade importateur au stade exportateur dans plusieurs activités, dégager plus de 35 milliards d'exportations hors hydrocarbures et créer près d'1 million d'emplois. Nous avons aussi d'autres projets au niveau de Béjaïa qui nous ont bloqués. Nous avons d'autres projets dans la pétrochimie qui nous ont bloqués. Au jour d'aujourd'hui, on essaye quand même, malgré tous ces blocages, de participer à la construction de notre pays et à créer des emplois. Mais on va se battre. Justement, le pouvoir toujours يتفادى contre البراب des investissements alors que les projets الحاجه اللي داوين الحاجه الهاني ثمورث مي توجور خدمناك دعاوي نقول فريده شنو السبه اسكو سي بوليتيك نا سي بيرسونيل افيك لو بريزيدون Non, c'est politique. Ils veulent pas d'abord Aïva Radivan, Akvayin Adivan, d'une part, ou quand il y a Ninikinian Neljehansen, ils ne m'auraient pas fait ce qu'ils sont en train de me faire, d'une part. Deuxièmement, ils ont peur pour leur pouvoir. Ils se disent, si ce bonhomme continue encore à progresser, il risque demain de venir prendre le pouvoir qui, aujourd'hui, ils essayent absolument de bloquer toute personne qui essaierait d'émerger. Donc, c'est un problème, évidemment, à mon sens. Donc, il y a l'anticabilisme qui est des moments qui sont Exactement. Il y a je ne suis pas de leur clan. Et comme je ne suis pas de leur clan, j'aime mon indépendance, je suis un électron libre, je dis ce qui me plaît, je dis ce que je pense, et ça leur plaît pas. Je vais commencer par recevoir Hassan Ouali, journaliste. Hassan, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Hassan Ouali, alors, oui. votre lecture sur cette affaire Al-Khabar qui est en train de devenir l'événement de l'heure, de la semaine. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est en train de devenir le feuilleton politique du printemps qui va se poursuivre probablement jusqu'à l'été. Ça dénote au moins d'une chose, que le gouvernement de Bouteflika est pris de panique à l'idée de voir un industriel de la trempe de Rebrab
racheter des actions d'un journal très influent, au ton critique, jaloux de son indépendance éditoriale, à la veille des gestions politiques décisives qui s'annoncent. Tout ça, ça coïncide avec, curieusement, avec le retour de l'ancien ministre de l'Énergie qui fait la tournée d'Izaouia pour lui fabriquer une image, j'allais dire un costume, mais une djellaba probablement pour la succession. Mais Hassan, quand Rabrab veut faire l'acquisition du groupe Al-Khabar, il s'attendait à ce que le régime réagisse. Le régime ne pouvait pas le laisser acquérir une telle machine de guerre en de telles circonstances, ce qui signifierait que là, il aurait laissé une force hostile entrer dans le champ des opérations. Ce qui est important à rappeler, c'est que est-ce que la transaction commerciale a respecté les lois commerciales en vigueur? Est-ce que les deux parties, c'est-à-dire une partie des actionnaires d'Al-Khabar qui ont librement décidé, choisi de céder leurs actions à la filiale de Civital Nesprod, ont respecté la loi? Ça s'est passé en présence d'un huissier de justice. Ils ont même payé les impôts, ont encaissé même le pourcentage qui devait être versé aux impôts. Tout s'est passé de manière légale. Et là, le gouvernement s'est rendu compte que dans leur opération qui consistait à asphyxier le Khabar financièrement, donc le mettre à genoux et probablement le pousser à revoir sa ligne éditoriale, et pourquoi pas ne pas y aller se jeter dans les bras d'un homme d'affaires proche du pouvoir. Ils se rendent compte qu'ils ont affublé le Khabar, ils l'ont poussé à se jeter dans les bras d'un homme d'affaires qui dit, hier on l'a entendu au micro du Berbère Télévision, il dit « Je suis un homme indépendant, je suis un électron libre, je ne suis pas de leur clan ». Effectivement, là, l'équipe au pouvoir est prise de panique, il fallait réagir pour empêcher cette transaction. En saisissant la justice, ce qui n'est pas dans les prérogatives du ministre de la Communication. C'est pas à lui de saisir la justice dans ce cas de figure. La loi dit clairement que c'est au Conseil, à l'autorité de régulation de la presse écrite de se saisir d'une telle affaire. Mais sauf que le ministre a bloqué l'installation de l'autorité de régulation sur la presse écrite. Donc ça lui permet, il empêche l'application d'une loi, il outrepasse la loi, et c'est lui-même c'est l'autorité politique qui s'ingère dans une opération commerciale et qui ne le regarde pas. Et là, on doute fort que la justice va résister en tout cas aux coups de sommation du pouvoir politique. En tout cas, les deux partis, Al-Khabar comme le groupe Civital, disent clairement qu'ils ont respecté toutes les procédures légales. Et on verra dans les prochains jours qu'est-ce que dira la justice. Mais Hassan Wali, on est sur un terrain politique, j'explique un peu le processus légal, mais on est dans une bataille politique où le pouvoir ne respecte pas ses propres lois. Mais Hassan Wali, oui. Certaines personnes, certains observateurs, fins connaisseurs du microcosme algérien, disent qu'il n'y a aucun doute pour ce qui est de la justice. La justice fonctionnera à l'injonction qu'on lui fera parvenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire il n'y a même pas l'ombre d'un doute. La justice dira ce qu'on lui dira de dire. Ben, écoute, jusque-là, en tout cas, dans toutes les affaires soit à la presse ou dans les affaires politiques, on a vu comment la justice a fonctionné. On l'a entendu il y a quelques semaines. Celui qui se présentait pendant longtemps comme étant le défenseur de l'indépendance de la justice, tout le temps en permanence que la justice est indépendante,
en l'occurrence M. Ahmed Ouhiya, qui nous a informé il y a quelques semaines que le procureur d'Alger a agi sur ordre. Donc c'est le pouvoir lui-même qui admet que les procureurs, les juges agissent sur les ordres du pouvoir politique. Et donc avant c'était l'opposition qui disait ça, mais le Ouhiya en personne admet, il le dit clairement, publiquement, que le procureur d'Alger qui a vu le mandat d'arrêt international contre Chekib Khalil avait agi sur ordre. Dans un pays normal, ça aurait provoqué un séisme politique. Mais Hassan Wali, quand Essaad Rabrab dit qu'il ne laisse pas, c'est pas je suis kabyle, et ils sont décidés à ne pas laisser émerger un kabyle. Qu'est-ce qu'il veut dire, sachant que la plupart des généraux sont des kabyles, que le Premier ministre est un kabyle, que Ouhiya est un kabyle, qu'il a été plusieurs fois chef du gouvernement, qu'il y a des milliers de cadres supérieurs de l'État qui sont kabyles, qu'il y a des milliers d'officiers supérieurs kabyles. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il ne laisse pas un kabyle émerger? Qu'est-ce qu'il veut dire? Enfin, c'est un peu délicat, mais effectivement, moi, de mon point de vue, la ligne de partage qui divise en Algérie, elle n'est pas d'ordre de cet ordre-là. En tout cas, il y a un pouvoir autoritaire qui s'accapare de tous les pouvoirs de l'État, de l'économie, de tout, qui contrôle tous les leviers qui leur permettent de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et à l'intérieur, on peut trouver des arabophones, des kabylophones, des islamistes, de tout ordre. C'est pas. Et dans l'autre camp, on peut retrouver des démocrates, des arabophones, des kabylophones, des islamistes, des communistes, des laïcs, et ainsi de suite. Mais à mon avis, je pense, en disant cela, il cible quelqu'un qui lui fait la guerre depuis au moins 2004. C'est le chef de l'État, Bouteflika en l'occurrence, qui avait déclaré en 2004 que je ne vais pas laisser s'installer en Algérie un Berlusconi. Et il parle à mon avis, je ne sais pas, une fois il y avait un journaliste qui avait interrogé le Sir Hussein Ahmed sur Bouteflika. Il avait dit qu'effectivement il a des relents anti-kabyles. Mais c'est pas là le vrai problème à mon avis, c'est que Rabrab les dérange parce que il n'est pas, comme il l'a dit, de leur clan. Il ne fait pas partie, il refuse d'être dans leur dispositif politique. Il refuse d'être un béquille financier économique sur lequel ils vont s'appuyer pour financer, pour faire passer leur projet politique. À mon avis, la ligne de partage, la division se situe à ce niveau. Mais Hassan Wali, est-ce que Essaad Rabrab est un homme très intelligent? Il ne parle pas en l'air. Est-ce qu'en disant cela, ce n'est pas en quelque sorte un appel du pied à la région de Kabylie pour le soutenir, pour que les Kabyles pèsent de son côté contre ce régime, pour leur dire attention, eux ils utilisent leur armée, leur justice, leurs moyens, y compris leurs Kabyles de service comme on dit souvent, et moi j'ai besoin que vous me souteniez. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, dans ces eaux-là, que cette phrase a été prononcée? Je ne le pense pas trop parce que Rabrab est dans ses investissements, il est présent un peu partout dans le territoire national. Il investit dans la région de Sétif, dans la région de Khamis Meliana. Il a des grands projets pour le sud. Il est un peu partout. C'est pas l'homme régionaliste qui veut s'appuyer sur une région pour résister au contre-coup que lui assène le pouvoir politique. Et si on touche à cet homme, dans plusieurs régions, les gens vont réagir parce que non seulement il est créateur d'emplois et de richesses, parce qu'il est le symbole de la réussite dans ce pays, parmi beaucoup d'autres. Il n'est pas le seul, bien évidemment. Et les Algériens de Kabylie ou de toutes les régions du pays s'identifient aux hommes, aux femmes qui réussissent par la rigueur, par le travail, par leur intelligence, et non pas par la ruse et la manipulation et la tricherie.
Merci Hassan Moussi. Merci Hassan Wali, en espérant vous revoir bientôt. Avec nous, Hassan Moussi, économiste et président de la mouvance migratoire au Canada. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Hassan Moussi. Hassan Moussi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que nous avons perdu Hassan Moussi? Alors, en attendant de le retrouver, nous recevons Karim Kebir, journaliste. Merci d'être avec nous, Karim. Karim Kebir. Allô. Allô, Karim Kebir. Allô, Jamal. Oui. Moussi, hein. Ah, d'accord, on vous retrouve. Donc, pardon, Karim, on vous retrouve dans un petit moment. Hassan Moussi, merci d'être avec nous, alors. Bonjour Jamal, Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent d'Alger. J'avais dit, moi je vous écoutais tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Alors, Hassan, d'abord, votre lecture de cette grosse affaire Al-Khabar qui est en train de devenir l'événement majeur, non pas seulement de la semaine, mais de l'actualité d'une façon générale. Jamal Khouya, je vous ai écouté parler là il y a un moment avec le précédent Hassan Wali que je remercie, auquel je dis bonjour au passage. Allô, Jamal? Oui, très bien, on vous écoute. Jamal, nous avons suffisamment écouté, malgré nous, hein, la chanson du pouvoir, pour l'avoir très bien apprise, je dirais. Le pouvoir à Jamal ne donne qu'à ceux qui se soumettent à son diktat. La NEP, encore une fois, la NEP, c'est le pouvoir. Et elle donne à qui elle veut et refuse de donner à qui elle veut. Moi, je dirais, ce n'est pas une question de loi ou d'article. La vision de ce pouvoir dans cette affaire d'El Khabar n'est ni économique, ni commerciale, ni même une histoire de conformité avec la loi, Elle est plutôt politique. Il faut le dire, là, on s'entend. Moi, je pense que nous connaissons un petit peu. Vous m'entendez, Jamal? Oui, très bien. Oui. Nous connaissons M. Rebrab, intègre, algérien d'est en ouest, du nord au sud. Il aimait l'Algérie, il s'investissait en Algérie, il a mis beaucoup d'argent, il est en train de faire employer beaucoup de gens. Il aimait son pays, on l'a écouté venir ici à Montréal, on l'a écouté parler, nous l'avons croisé, nous l'avons écouté un peu partout. Et puis il a performé. Déjà en 68, il a créé son cabinet d'experts comptable. En 71, il était déjà actionnaire avec la Sotécom de l'époque. En 91, il avait ouvert le journal Liberté. Et puis en 2008, je crois, ou là, en 2006, il était déjà président de Cévital. Maintenant, s'agissant de cette transaction entre le Khabar et la société Nesprod, cette filiale de Cévital, moi, je ne la vois pas comme affaire. Parce que, à mon sens, c'est une transaction claire, légale et logique, je dirais même transparente, qui allait tout simplement se passer normalement entre le Khabar et Nesprod, donc sans aucune difficulté. Donc il y a le Khabar qui voyait un petit peu ses finances chuter, et Nesprod qui voulait s'améliorer sur le plan économique, performer. Il y a une affaire entre eux. Ils se sont approchés pour la négocier, comme le font d'autres sociétés à travers le monde, et ça a marché. Un peu, c'est tout. Moi, oui, mais je dirais c'est une opération économique normale, où Nesprod et le Khabar s'entendent à négocier un marché qui leur est profitable tous les deux. Ceci dit à Jamal. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Maintenant, dans cette histoire créée de toutes pièces par les autorités, via ce ministère de la Communication, il y a des questions que l'on doit se poser. La question de savoir pourquoi toute cette guerre engagée contre Brad, voulant tout simplement... qui voulait tout simplement, je dirais, s'investir dans son pays et performer comme tout le monde. Pourquoi ce deux poids deux mesures? On refuse Arbrab et on donne à Haddad. Pourquoi Haddad, il en a deux TV, deux journaux? Pourquoi pour Arbrab... Et je pourrais vous répondre, Hassan Moussi, je pourrais vous répondre que c'est de bonne guerre, que
le régime, il a un client, un baron, un oligarque qui est de son camp, qui s'appelle M. Ali Haddad, donc peut-être même qu'il prévoyait de lui vendre le groupe Al-Khabar à lui plutôt, qu'ils ont appauvri, mis sur la paille Al-Khabar pour qu'il soit racheté par Haddad, par exemple, ou quelqu'un d'autre de la fratrie, et qu'ils ont peur que quelqu'un qui ne leur soit pas acquis, en l'occurrence Rabrab, vienne acquérir une telle machine de guerre qui pourrait devenir menaçante pour eux demain. Tout le monde sait que ce n'est pas une affaire économique. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, Hassan Moussi, excusez-moi. Alors, Rabrab, personne ne peut nier son amour pour l'Algérie. Personne ne peut nier qu'il a servi l'Algérie 1000 fois mieux que tous ceux qui nous abreuvent de discours stériles et qui pillent l'Algérie plutôt que de la servir. Là, personne ne peut le nier. Mais on ne peut pas nier non plus que Rabrab lui-même est né dans l'arrière-cour du régime, que des facilités financières exorbitantes lui ont été concédées pour monter la fortune dont il dispose aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf non plus. Oui, il était dans la sphère du pouvoir à un moment, enfin avec ces gens-là à un moment donné. Maintenant, pourquoi il a changé? On change, avec le temps on change. Peut-être qu'il a vu que le moment est venu pour prendre son autonomie, pour gérer sa situation, pour gérer ses affaires. Et là, d'ailleurs, la guerre qu'on a lancée contre lui veut tout dire. Là, on comprend quelque chose qui se dessine. On voit qu'on a peur de ce Rabrab-là, parce que chez nous, tous ceux qui sont bons, tous ceux qui viennent contribuer au développement du pays, tous ceux qui sont corrects, qui avancent, on a peur d'eux. Parce que Rabrab, aujourd'hui, il ne veut pas se mettre au pas du pouvoir, du gouvernement. Il se prend en charge, il est en train d'avancer. Sinon, comment expliquer aussi pourquoi on lui met, pourquoi on commence à lui mettre les bâtons dans les roues, pourquoi il y a une année déjà on a commencé à lui créer des problèmes avec cette affaire d'importation d'équipements vétustes, de bandes françaises pour alimenter son usine de ce type. Pourquoi aujourd'hui Bouchouareb revient à la charge pour lui refuser l'accès au forum du 22 mai britannico-algérien. Et pourtant, c'est lui-même qui a financé les 8000 livres, pour sponsoriser un petit peu une grande partie de cet événement-là. Moi, je pense qu'il y a des calculs qui se font. Chez nous, le pouvoir aujourd'hui se voyait peut-être Rabrab en tant que quelqu'un qui s'apprêtait, qui voulait peut-être les concurrencer quelque part pour les prochaines élections. Hassan Moussi, est-ce que vous pensez que Rabrab, par rapport à sa déclaration à Berber TV, et par rapport à ce qui semble se dessiner, est-ce que vous pensez que Rabrab pourrait être candidat à la succession de Bouteflika ou du moins aux prochaines présidentielles? Oui, par cette façon de faire du pouvoir, je crois qu'on lui a mis la puce à l'oreille. On lui a mis la puce à l'oreille et on vient de mettre la puce à l'oreille à pas mal de gens qui l'aimaient, qui croyaient en lui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, personnellement, je dirais, parmi toute la gang que je suis en train de voir transiter par-ci par-là, c'est Coco la Shakib Khalil qui sont en train de se laver l'avant d'Yalhom Zaouiyat ceci et cela. Moi, je préfère 1000 fois un Rabrab. Je le vois ici à Québec, la population a poussé un affairiste, un bonhomme sérieux qui a investi, qui a mis son argent à la disposition du peuple, qui a aidé les gens. Pelado est devenu le responsable de la province du Québec. D'ailleurs, il a démissionné hier, mais il a démissionné pour des affaires personnelles à lui. Mais sinon, c'était le peuple qui l'avait poussé à venir. Pourquoi pas? Et ça ne gênerait... Pourquoi le peuple n'aiderait pas Rabrab à monter? Mais Hassan Moussi, est-ce que ça ne gênerait pas le peuple de savoir que... Bon, il n'y a pas de comparaison possible entre Rabrab et Shakib Khalil. Mais est-ce que le fait que Rabrab ait monté sa fortune à l'ombre du pouvoir ne pourrait pas être compromettant pour lui? Le peuple a pardonné à beaucoup de tricheurs, de bandits. Rabrab n'a jamais suivi cette piste de tricherie, cette voie de banditisme. Rabrab a été propre. Bon, peut-être à un moment donné,
Il s'est approché un peu du cercle du régime, du cercle du pouvoir, mais on n'a aucune information. Disons que Brab est sale quelque part où il est compromis dans telle ou telle affaire. Il a toujours été propre. On a beau faire partie d'un régime dictatorial, d'un régime pourri et tout ça, mais à un moment donné, on se retire parce qu'on a vu que ça ne marchait pas. Il y a des gens qui ont coutoyé le pouvoir, qui ont côtoyer le régime, mais qui se sont retirés au bon moment parce que ça ne marchait pas, parce que c'est sale, ça sent dégueulasse. Et le cas de Brab, on n'a aucune information, disons que, ou aucune vérité qui dit que Brab s'est mêlé de près ou de loin à des affaires qui ne sont pas propres. Donc je ne vois pas pourquoi Brab ne pourrait-il pas être un candidat potentiel à la prison de la République en Algérie, pourquoi pas? Merci beaucoup Hassan Moussi, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Merci. J'accueille à présent Karim Kabir. Après, je lui demande de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et entre-temps, nous ouvrirons le standard pour permettre à nos téléspectateurs de s'exprimer sur la question. Karim Kabir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir Karim. Alors, cette déclaration fracassante pour le moins de Brab quand il dit ils m'en veulent parce qu'ils ne laisseront jamais un Kabyle émerger, ils m'en veulent parce que je ne suis pas de leur clan. Qu'est-ce que ça signifie selon vous, Karim Kabir? Parce que s'il le dit, probablement c'est parce qu'il a suffisamment de raisons de le croire. Hein. Je ne pense pas que M. Brab va s'aventurer à faire des déclarations comme ça à n'importe-pièce, sans avoir suffisamment vérifié déjà par le passé. Et je crois savoir qu'il lui-même a évoqué tous les projets qu'on lui a bloqués. Donc forcément, il a suffisamment d'arguments pour penser qu'il y a toutes ces raisons pour lesquelles on... Mais Karim, quand il dit ils ne laisseront jamais un Kabyle émerger, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu gros, à moins qu'il ne veuille dire autre chose? Puisque Yahya est Kabyle, Sellah est Kabyle, Toufik, l'ex-patron du DRS, pendant plus d'une vingtaine d'années était kabyle, des milliers de cadres supérieurs sont kabyles, des dizaines de généraux majors de corps d'armée sont kabyles, des dizaines de walis, de ministres. Donc les kabyles ont émergé. Pourquoi dit-il ça? À moins qu'il ne parle de la seule charge, du seul poste qui n'a encore pas été pris par un kabyle, ça veut dire celui de chef de l'État. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que plutôt que M. Brab, quand il parle un Kabyle, c'est-à-dire ils ne veulent pas de l'émergence d'un Kabyle, dans le sens qu'il ne s'inscrit pas dans l'agenda du pouvoir. Parce que il faut pas, je ne pense pas qu'il faille raisonner ou voir dans les Kabyles une communauté homogène. Et c'est comme toutes les régions d'Algérie. Hein. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des gens intelligents, des gens bêtes, des grands, des petits. Bon, ils sont comme tout le monde. Après, vous avez des gens qui s'inscrivent donc à la rente, qui sont ce que même chez les Kabyles qu'on appelle les Kabyles de service, c'est-à-dire qu'ils sont là comme des soupapes, comme des soutiens et des clientèles du régime. Et puis vous avez ceux qui essaient d'être intègres, qui ne s'inscrivent pas dans l'agenda du pouvoir, ni dans ses plans, ni ne partagent sa vision de l'Algérie. Et c'est parmi cette catégorie que fait partie M. Brab. Et je pense qu'il parle plutôt de cette catégorie de gens, c'est-à-dire l'émergence, pas le Kabyle dans le sens entre guillemets ethnique du terme, mais plutôt de quelqu'un qui n'est pas dans l'agenda du pouvoir. Pourquoi, d'après vous, Karim,
deux profils à peu près similaires, même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, mais tous les deux très très riches, qui sont tous les deux kabyles, Ali Haddad et Saad Rabrab. Pourquoi, selon vous, l'un, Rabrab et Saad Rabrab, semble avoir acquis beaucoup de sympathie, pas seulement en Kabylie, un peu partout en Algérie, alors qu'un Ali Haddad semble être cordialement détesté? Est-ce justement pour cet ancrage au régime dont vous parlez? Vous savez, il y a toute une histoire quand même dans le combat qui a été mené par les Kabyles. C'est-à-dire quand même il y a des considérations historiques et culturelles très profondes, à l'ombre desquelles il y a parfois des situations qu'il faut analyser sous ce prisme. Donc il y a des figures en Kabylie qui portent des valeurs qui sont estimées, qui sont appréciées, parce qu'elles se confrontent ou un peu elles répondent, même de façon partielle, mais elles répondent à l'idéal que défendent les Kabyles, c'est-à-dire au combat qu'ils ont mené. Et c'est à ce titre que Rabrab est apprécié. Mais les Kabyles aussi, ils détestent, je ne sais pas s'ils le détestent, mais en tout cas, ils ne voient pas dans Haddad comme quelqu'un qui est porteur de ces valeurs pour lesquelles les Kabyles ont combattu, simplement. Mais ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit une question de détester ou d'aimer. Et puis, pour revenir à l'accusation des Kabyles, il faut dire aussi, malheureusement, ça existe, et je pense que mon ami Hassan l'a dit avant moi, il faut admettre tout de même qu'il y a encore une forme d'ostracisme ou de sectarisme qui existe chez certains, qu'on le veuille ou non. C'est une donnée culturelle qu'on a héritée depuis longtemps. L'Algérie, on ne doit pas oublier que c'est un pays jeune, donc il est en construction. On a encore un problème identitaire et parfois il s'exprime sous forme de sectarisme. Et même M. Hossein Aït Ahmed l'a dit à propos de Bouteflika, il a bien dit que c'était un raciste. Il a dit que ce bonhomme est un raciste. Donc il y a, si vous voulez, Rabrab a dû le sentir, en tout cas de la part du clan Bouteflika, qu'il a une aversion vis-à-vis des gens qui ne fait pas dans le lèche-botte, qui ne fait pas dans le clientélisme ou qui se soumettent à ces désirata. Karim Kebir, quand Saad Rabrab revendique sa kabylie comme un peu pour faire un appel aux gens de sa région natale de le soutenir face à l'ogre qui veut le manger tout cru, le dévorer tout cru. En même temps qu'il lance cet appel subliminal, sans le lancer vraiment, il se plante dans un décor vraiment nationaliste. Il parle d'Algérie, servir l'Algérie, représenter l'Algérie, faire sortir l'Algérie du sous-développement. Donc, est-ce que cela ne va pas gêner un peu les visées séparatistes du MAC? Est-ce que ce n'est pas aller chasser sur leur brisée? Je ne pense pas que M. Rabrab s'inscrive dans cette logique. Il est en dehors de... bon, je ne le défends pas, hein. Il est suffisamment bien placé pour se défendre lui-même. Mais je ne pense pas qu'il s'inscrit sur ce terrain de lutte politique, de lutte politique non, mais je veux dire, il ne s'inscrit pas dans ces clivages, dans ces considérations de chasser ou de ne pas chasser sur les plates-bandes de quelqu'un parce qu'il n'est pas parti politique. Tout simplement, c'est quelqu'un qui cherche les conditions avec des gens, avec des partenaires politiques, des soutiens qui peuvent lui permettre de faire ses affaires tranquillement, parce que il a évoqué le nombre de projets qu'on lui a bloqués. Vous imaginez, comment vous voulez que quelqu'un comme lui réagisse lorsque vous préférez des gens du Qatar à un Algérien comme vous? Il doit vivre quand même ça comme une grande blessure.
On lui a bloqué des projets pour les donner à des Qataris, mais pas pour un Algérien. Quand même, il doit se sentir un peu blessé. Il doit se dire, comment se fait-il? Pourquoi, moi, en tant qu'Algérien? Mais bien sûr, il s'inscrit dans l'esprit national, parce que lui-même, si vous avez remarqué, tous ces projets sont à travers les territoires nationaux. Et il a beaucoup de cadres qui sont issus de toutes les régions du pays. Donc je ne pense pas qu'il s'inscrit. Restez avec nous, Karim. Nous allons prendre quelques appels de téléspectateurs. Halima de France. Bonjour. Bonjour Halima, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Voilà, je voulais donner mon point de vue sur l'affaire Issa Abdelrab. Issa Abdelrab, moi, personnellement, je connais son évolution parce que je suis de la même, enfin par région. La région, pour moi, on est tous des Algériens. Mais je connais un peu sa région. Je l'ai vu évoluer. C'est quelqu'un qui a commencé petit à petit. Il n'est pas sorti d'un micro-ondes comme Khalifa, comme beaucoup de gens qui ont été fabriqués par et pour le pouvoir. Donc c'est un monsieur, quand il parle de Kabyle, franchement, moi j'ai compris. Il dit, on me bloque parce que je suis un Kabyle. Nous, c'est une expression populaire qu'on utilise en Kabylie. Il y a Kabyle de service. Un Kabyle de service, il ne sert que lui-même et le pouvoir. Il sert le pouvoir et lui-même. Mais un Kabyle, au sens d'Orbarb, c'est un Kabyle qui s'inscrit dans l'algérianité, qui s'inscrit dans le nationalisme et qui veut servir les Algériens. Donc, mais Halima, pardon de vous interrompre, je vais vous redonner la parole. Halima, dans les propos de M. Al-Barab. Pardon, je vous interromps et je vous rends la parole. Pardon. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Excusez-moi, restez avec nous, je vais vous rendre la parole. Mais ce régime ne bloque pas que les Kabyles. Il ne laisse pas émerger que les Kabyles. Quand vous parlez de nationalisme, d'honnêteté, d'intégrité, ce régime bloque tous les Algériens intègres, nationalistes, qui veulent servir leur pays, qui ne veulent pas s'inféoder à ces pratiques. C'est pas seulement contre les Kabyles intègres qu'il recourt à de telles méthodes. Il pratique l'exclusion à l'endroit de tous les Algériens intègres, quels qu'ils soient et quelle que soit leur origine régionale, j'allais dire. Halima. Oui. Je vous en prie. En fait, moi, quand je parle de Kabyle, je m'exprime encore une fois. Le Kabyle, pour moi, c'est justement, quand il dit il bloque le Kabyle, il bloque l'Algérien. Parce que, malheureusement... Oui, je vous en prie. Poursuivez, Halima. J'entends pas. Il y a un souci? Allô? Je vous en prie, on vous écoute, voilà, on vous écoute. Voilà ce que je voulais dire, c'est que justement, Monsieur Al-Barab, quand il dit il bloque un Kabyle, il veut dire par là, il bloque tout Algérien, et de quelle que soit la ville d'où il vient, dans la mesure où il a un discours, démocrate, et un discours qui n'est pas soumis au diktat du pouvoir. Maintenant on dit Kabyle parce que la Kabylie, disons, elle porte un peu le flambeau des revendications. Parce que les revendications portées par la Kabylie, même en 80, en 88, ce ne sont pas des revendications uniquement identitaires. Ce sont avant tout des revendications de vivre dignement dans son pays, en toute démocratie, voilà. Donc, merci Halima, je suis obligé de vous interrompre, il y a beaucoup d'appels, et comme nous n'allons pas en passer beaucoup, je m'excuse de vous avoir interrompu. Mohamed de Tizi Ouzou. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Jamal Din Ben Chenouf. Ahlan bik, c'est Mohamed, marhaba bik. Allah yasselmak. Tfaddal, je vous en prie. Il voulait dire l'Algérie est une et indivisible. Mais moi, je ne suis pas du clan de Oujda. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Jamal Din Ben Chenouf. Barakallahu fik, c'est Mohamed. Mourad de France. Mourad. Ahlan bik, c'est Mourad. Azul. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, alaikum salam. Je suis un fan de vous. Hein. Ah, très bien.
C'est pas je suis flatté. Français, hein. Je voulais dire que je suis flatté. Merci beaucoup. Je vous remercie. نشكركم كبير المغاربة واش راكم ديروا. بارك الله فيك يعيشك. ربي يعاونكم. يرحم والديك. علي من سعيدة. علي دو سعيدة. نعم. أهلا بك سي علي تفضل. أهلا ميرسي. جو vous en prie. ألو. تفضل تفضل. أنا نسمعوا فيك. On vous écoute. L'émission n'est pas d'hier? Oui, oui, elle est en direct, oui. Oui, ça, d'accord. Allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Faites vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Labrab, il a été clair. Monsieur Labrab a été clair dans sa déclaration. Oui. Il parlait de Kabylie. Moi, je suis contre cette décision parce que cette déclaration, parce que normalement, on ne devrait pas diviser les Algériens. Malgré ce qui se passe entre le pouvoir, je ne sais pas quoi. Moi aussi, je suis Kabylie. Je n'aime pas que quelqu'un fait une déclaration pareille. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Ali de Saïda. معنا رابح de France. رابح de France, ouais. أهلا بك سي رابح، تفضل. سعيد بارك الله فيك أخويا. يبارك فيك. تفضل. تفضل سي رابح. Je suis en ligne. Oui, oui, vous êtes en ligne. تفضل سي رابح. تفضل on vous écoute s'il vous plaît. يا خويا واش نقول لك انا يا خويا جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا خويا انا جوست يعني pour vous dire c'est un bonhomme que je connais très bien. C'est un bonhomme que je connais très bien parce que il veut pas être du sérail du pouvoir actuel. قلت لك مسيو ربراب il n'est pas du sérail actuel du pouvoir. هذا ما كان. Mais c'est pas un diviseur, il est toujours pour ce qu'on appelle pour l'unité nationale. D'ailleurs, il a investi un peu partout à travers tout le territoire national. Barakallahu fik, c'est Rabah. Nous allons prendre un dernier appel avant de revenir à Karim pour clore. Ali de France, le dernier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Ali, Ahlan bik. Ça, c'est Jamal. Ahlan bik. Bon, je vous appelle pour intervenir au sujet de Rabrab. Oui. Rabrab, c'est tous les Algériens qui savent que c'est un grand patron. Il fait employer des milliers de gens en Algérie. Et ceux qui lui font ça, ils veulent le mettre en faillite. Mais je me demande, moi, la question que je me pose, pourquoi vous faites un point de fixation sur le fait qu'il dit qu'il est kabyle? C'est vrai qu'il est kabyle, il vient de Kabylie. Mais qui vous a dit qu'on a fait une fixation? Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Qui vous a dit qu'on en a fait une fixation? Parce que vous répétez tout le temps, il a dit qu'il suis kabyle, c'est pour ça que le gouvernement, mais c'est vrai, tout le monde sait qu'un kabyle deviendra jamais président. Il n'accepte que les Kabyles, que les Kabyles de service, il les accepte, il les utilise. Il les utilise au pouvoir. Après, il les jette comme des chaussettes. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Vous voyez où Yahya? Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que Yahya va devenir président un jour? Ah, c'est à eux qu'il faut le demander. Si ça ne tenait qu'à moi, il ne serait même pas là où il est. Merci beaucoup, Ali de France. Nous n'avons plus de temps. Karim, en moins d'une minute pour conclure, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? C'est-à-dire, c'est dommage qu'on en arrive à ce genre de situation, parce que on est quand même dans une conjoncture où l'Algérie a beaucoup plus besoin de gens qui construisent, mais pas pour les saboter. D'autant plus que nous sommes dans une situation, c'est-à-dire avec des contractions des recettes dues à la chute du pétrole. Donc nous avons besoin de gens, beaucoup de gens comme Rabrab. Et ça aurait été aussi une très bonne image à donner aux étrangers, parce que lui aussi, il a souvent développé ce discours pour essayer d'attirer des investisseurs étrangers. Et là, je ne pense pas que les autorités algériennes renvoient une bonne image, même si par ailleurs, je le dis et je le répète, c'est-à-dire
l'influence de l'argent dans les médias est un sujet à débattre. C'est-à-dire, mais indépendamment de cette affaire de Rebrab, qui tout le monde convient qu'il y a des arrière-pensées et des relents politiques, mais indépendamment des considérations économiques. Merci Karim Kabir. Merci à tous mes invités, Hassan Moussi, Hassan Ouali. Dommage pour Mohamed Deioun que nous n'avons pas pu joindre. Cette émission est donc terminée, mais je voulais, avant de vous quitter, vous dire un truisme, quelque chose de tellement élémentaire que je ne devrais pas le dire, mais en l'occurrence, il faut vraiment le dire. C'est qu'il y a des gens bien, partout, dans toutes les communautés, dans toutes les régions, à tous les âges, dans tous les sexes, partout, il y a des gens bien. Il y a des gens exécrables partout aussi. Il n'y a pas de communauté ou de région qui peut se prévaloir de n'avoir que des gens bien ou qu'on peut accuser de n'avoir que des gens moins bien. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.